Alors, on commence ça va trop tarder. Donc, je commence à vous parler de la Colombie, qui c'est une destination que j'aime beaucoup. Euh, c'est une destination que j'adore. Je suis allée 4 fois peut-être en Colombie, puis c'est sûr que je retournerai sans hésitation. Pourquoi j'aime la Colombie? Je trouve que c'est une destination qu'on connaît un peu moins, que c'est assez comme un nouveau qui accueille les touristes. La Colombie avait une mauvaise réputation surtout, puis je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, c'est très varié, il y a beaucoup de choses à offrir, les gens sont hyper accueillants, on mange bien, il y a énormément de fruits, j'adore les fruits, donc c'est une raison aussi pour laquelle j'adore la Colombie. Donc, on offre un voyage, juste pour vous situer, c'est Bogota, la capitale, bien évidemment. Puis là, des autres endroits qu'on entend parler souvent, c'est Medellín, qui est plus au nord. Après, il y a Cali, qui est plus au sud. Puis nous, on va plutôt au milieu. Donc là où il y a dit Pereira, Manizales, Arménia. Donc ça, c'est notre terrain où on va marcher, on va découvrir, on va apprécier, on va entrer un peu plus à l'immersion aussi d'une des zones rurales typiques de la Colombie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit pour faire notre voyage en Colombie. C'est sûr que là, plus au nord, tu as les plages, Carthagène, etc., qui c'est aussi connu, on n'y va pas là. Donc, juste comme pour en faire un petit zoom supplémentaire, Pereira, encore une fois, Arménien, on les voyait tantôt dans la carte. Ibaoué, et au milieu, on voit vraiment comme une tache verte avec les juntas, puis en haut, on voit bien qu'il y a comme une sorte de volcan avec une tache blanche, là. Donc, tous ces endroits, c'est les parcs n- n- ça s'appelle le Parque National de Nevados, donc le Parc National de Nevados. Nevados, ça veut dire les endroits où il y a encore la neige, là, de la neige éternelle des fois. Donc voilà, c'est ici qu'on va aller marcher. On commence à Juntas, après on va aller à Salento, qui c'est une super charmante village, là. Donc je vais vous montrer des photos, ça va être plus clair pour vous. Mais je voulais juste vous situer un peu sur une carte, qu'est-ce qu'on fait, et où est-ce qu'on y va. Donc, les voyages, quand vous allez sur les sites Internet, elle s'appelle Andes Colombier et Région du Café. C'est justement parce qu'on va beaucoup dans c'est des montagnes. On pourrait dire que les centres commencent aussi dans la Colombie puis finissent jusqu'à Patagonie. Donc, aujourd'hui, je vous présente les débuts puis la fin. Puis la région du café, parce que c'est un endroit qui est propice justement pour les cafés. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait la région du café. Il y a beaucoup de cultifs de café dans cette région-là. Donc, je vous dis que c'est une ville très charmante. Donc, voilà, Salento, c'est vraiment agréable, c'est petit, c'est coloré, les gens sont gentils, c'est sécuritaire. C'est comme vraiment un bon début c'est comme un petit village typique de la Colombie. Mais dans ces voyages, il faut être conscient surtout que la Colombie a beaucoup moins d'infrastructures de ce qu'on a déjà vécu, par exemple. Tantôt, quand j'allais vous présenter la Patagonie, on verra la différence. C'est vraiment comme l'opposé. Ici, on est vraiment encore dans des petits villages, des charmantes petites villes, mais on est vraiment dans une Amérique latine très profonde, là, donc où commence tranquillement sur le tourisme. Dans la Patagonie, c'est beaucoup plus touristique. On l'appelle la Suisse de l'Amérique du Sud parce qu'on voit tout de suite qu'il y a plus de richesses, les maisons, les villages, les infrastructures au parc. Ici, on est vraiment dans la partie comme plus rustique, je pourrais dire presque de toute l'Amérique du Sud. Ceux qui ont vécu un peu là, l'Équateur, ils vont trouver des choses très semblables. On n'est pas loin justement du nord de l'Équateur ici. Donc ici, qu'est-ce qui est très connu, c'est ces palmiers, les palmiers en cire. Donc c'est emblématique, puis c'est vraiment cet endroit, c'est là qu'on les voit, on va pour les voir. Donc on va être dans cette région des palmiers de cire, que c'est vraiment assez impressionnante. Puis on va marcher. Donc la randonnée, on les fait comme en deux parties. On a un trek puis on dirait que c'est des juntas à Salento. Là, on est dans 1600, 3000 mètres de dénivelé. Donc, on peut comprendre que les écosystèmes vont être
différent, plus verdoyante, on va avoir plus d'eau. Mais c'est sûr que, comme je disais, c'est vraiment pas un parc avec des infrastructures comme on connaît ici dans la CEPAC ou Parc Canada ou qu'on on verra en Patagonie. C'est plutôt des petits sentiers qui sont un peu aménagés, mais qu'on va trouver énormément de roches. On va marcher dans la boîte des fois. On va, tu sais, donc il faut, c'est aménagé, c'est sûr, mais bah, c'est continuer à être rustique. Ça, c'est un excellent exemple. Donc ici, on a aussi les fameux écosystèmes Paramo qui est très unique de la Colombie, l'Équateur puis le Pérou. Donc, des végétations, c'est comme assez humide, c'est comme un écosystème vraiment important parce qu'il prend, c'est comme une éponge. Donc, c'est toujours comme les sols, va être un peu comme vraiment comme une éponge. Puis après, ça prend toute l'eau. C'est toujours comme la brume un peu qui est sur place. Donc, ça va prendre la brume, puis après, ça va couler vers la nappe phréatique. Donc, c'est vraiment des écosystèmes importants, assez uniques, qu'on peut juste voir dans cette région-là. Ensuite, dans la partie deuxième, donc on est plus dans les parcs de Los Nevados. Là, on est un peu plus haut en altitude. Donc, c'est sûr que là, l'écosystème va changer complètement. Donc, on va voir plus de paysages comme on les voit dans la photo. Donc, c'est quand même un voyage d'un bon niveau modéré slash soutenu. Soutenu parce qu'il y a des deux journées qui sont un peu plus exigeantes qu'autre chose, puis parce qu'on a un sac un peu plus lourd et grand que d'habitude, comme ceux qui ont déjà fait, par exemple, le Pérou ou l'Équateur. Ici, on va voir peut-être les sacs de couchage en plus à mettre dans notre sac à dos, mais tous les restes, c'est quand même ça reste la même chose. Donc, ceux qui vont faire la Patagonie, ça reste aussi dans les mêmes principes. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux voyages aujourd'hui, parce que c'est deux voyages où on n'a pas juste un petit sac de jours, on a peut-être un peu plus que ça, mais que ça reste quand même confortable, pas trop difficile, mais qu'il y a quelques journées, surtout dans celui-là, qui peut avoir une bonne 1000 mètres de dénivelé, par exemple, avec une 8-9 heures de marche. Donc, il y a des petits lacs d'altitude aussi. Là, c'est des paysages vraiment qu'on trouve en Équateur, qu'on trouve aussi en Bolivie, qu'on trouve aussi au Pérou. Donc, c'est sûr que dès qu'on dépasse les 3000, 4000 mètres, on commence à trouver ce sortes de paysages. Qu'est-ce qui est unique? Eh ben, ici, on voit les Nevados de Tolima, mais c'est sûr des écosystèmes de palmiers qui c'est vraiment assez unique de la Colombie. C'est vraiment intéressant. On peut trouver un peu en Équateur et au Pérou, mais vraiment, c'est beaucoup plus pressant en Colombie. Donc, je vous ai parlé que les parcs s'appellent Los Nevados, puis c'est parce que souvent dans les sommets des montagnes qui vont être autour de nous, ils vont avoir encore la neige. C'est un peu la neige qui reste toute l'année longue, même si on va camper ou on va marcher, il n'y a pas nécessairement la neige. Mais que donc, ça veut dire Nevado, ça veut dire la neige, des endroits où il y a encore la neige éternelle. Donc, les hébergements sont très rustiques. On les voit ici, par exemple, un exemple des petites fermes encore. C'était des fermes qui sont dans la montagne. De plus en plus, on a adapté puis pour accueillir le tourisme. Mais c'est sûr que on va dormir à l'intérieur, on va manger. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de vraiment avoir une immersion culturelle assez impressionnante avec cette communauté locale qui ont décidé de ne pas aller habiter en ville, de rester dans sa petite fermette, de rester en montagne. Souvent, son voisin va être en journée de marche. Donc c'est vraiment une autre réalité. Puis ce voyage nous permet de voir cette réalité. Puis c'est des gens vraiment, vraiment gentils, charmants, qui ont tellement de choses à nous raconter, qui nous reçoivent vraiment les bras ouverts. C'est sûr qu'on a là, ici, on voit des chevaux, là, donc c'est sûr qu'on a des chevaux, des mules qui nous aident à transporter une partie de notre bagage sur certaines parties du trek, mais sinon, le reste, c'est dans notre, excusez-moi, le reste, c'est dans notre sac à dos. Il y a une partie qui va être un peu en camping, une autre partie qui va être en refuge, mais en général, on est dans des petits refuges comme ça, des petites cabanes des montagnes, là, très rustiques, mais qui nous permet d'avoir un bon repas, une petite soupe bien chaude que la madame qui habite là va nous faire encore dans la façon traditionnelle. Donc, ça nous permet de vraiment vivre une immersion très très intéressant avec une randonnée active, avec des échanges culturels.
C'est sûr, bon, on va passer des cols des montagnes magnifiques, des vallées luxuriantes. Puis qu'est-ce que je trouve que c'est assez unique de ces voyages, c'est aussi les petites fermes un peu pittoresques qu'on va visiter. Attention, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, on va aller visiter aussi des belles fermes, là, des fermes des cafés, des fermes où ils font pousser des orchidées. Donc, c'est assez varié. On va être à différentes altitudes, donc différents écosystèmes avec une profondeur de la Colombie avec de temps en temps des parties un peu plus touristiques. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations de ce voyage, ça va me faire plaisir de vous parler un peu plus. Euh, mais sinon, j'aimerais passer un peu à la Patagonie parce que là, j'ai comme plus des choses à vous dire qui est sur la Colombie. Mais bon, la Colombie, ça reste encore un des voyages, de mes voyages préférés. Puis j'aimerais bien que vous pouvez un jour les connaître. Donc, la Patagonie. Donc, la Patagonie, juste pour nous situer un peu, ben, c'est pas un pays, c'est une région. Donc, on est un peu de Chili, on est un peu dans l'Argentine. Donc, ça s'est partagé. C'est au sud de l'Amérique du Sud. Donc, nous, on a deux voyages. Les voyages guidés. Donc, c'est celui que je vais vous parler un peu plus parce que je viens de retourner. J'étais en mars, j'ai guidé ces voyages, donc tout est un peu plus frais dans ma tête, puis je suis un peu plus enthousiaste de vous parler de ces voyages. Puis ensuite, on a les voyages qui ont une liberté. Je vais vous expliquer aussi la différence. Donc, juste pour vous dire, la Patagonie euh, la Patagonie guidée, on fait juste la version de la partie Chili. Donc, on ne va pas en Argentine, mais vous pouvez toujours extensionner puis visiter la partie d'Argentine. Donc, quand on est pour les guider, on va se concentrer sur deux régions. Donc, la Patagonie du nord côté Chili et la Patagonie du sud côté Chili. Donc, on commence par un petit immersion dans cette coin qui est intéressant. Donc, on arrive à Santiago, on prend un vol à Puerto Montt. Ici, on les voit bien dans les cartes. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, par exemple, mais bah, sinon, il y a Puerto Montt. Puerto Montt, c'est une grande, bon, moyenne ville, on pourrait dire, un port commercial intéressant, très important pour les pays. Il y a beaucoup de cultifs de saumon. Entre autres, ils vivent beaucoup de ça. Puis aussi, c'est pour ceux qui font des croisières vers le sud, c'est de là qu'ils partent. Donc, pour pendant des années, il n'y avait pas de route. Puis même aujourd'hui, la route est comme so-so, là. Mais pendant des années, si tu voulais descendre du Chili, tu habites au Chili, tu veux aller en Patagonie du Sud, à Punta Arenas, Puerto Natales, tu es obligé soit de prendre les ferries, soit de prendre l'avion, ou soit de passer côté Argentine pour la partie, pour la route. Aujourd'hui, il y a une route qui est beaucoup améliorée côté Chili, mais pendant des années, puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de petits endroits, de petits villages qui sont côté Chili, qui est les seuls façon de se ravitailler, c'est par les ferries qui partent de Puerto Montt. Donc, ça me fait beaucoup penser un peu ceux qui connaissent un peu la Basse-Côte-Nord. Donc, tous les villages de la Basse-Côte-Nord, sans les relais nordiques, les Bella de Gagny, bah, il n'y aurait pas grand-chose dans les dépanneurs. Donc, c'est la même chose avec ici. Donc, c'est un bateau ferry qui ravitaille beaucoup de villages, mais qui aussi accueille quelques touristes. Nous, on ne les prend pas, mais c'est juste pour vous dire l'importance de Puerto Montt. Donc, beaucoup de vols aller-retour Santiago-Puerto Montt. Qu'est-ce que nous, on fait? C'est qu'on va plus un peu vers le nord, là, ici à Puerto Varas. Il y a le numéro 5 ici, donc à juste Puerto Varas. Là, c'est 45 minutes de route. Puis là, on entre vraiment dans des petits villages charmants. Tout est ici, c'était les Allemands qui sont établis. Donc, toutes les petites maisons, comme vraiment, c'est ça en Europe. On se sent plus en Amérique latine. Puis, il y a cette immense lac, là, en black, on disait qu'on était au lac Saint-Jean du Chili, parce que c'est un gros, gros lac, là, c'est immense, c'est beau. Euh, Puis on est au bord de ces lacs, donc on avait dans notre chambre, on s'est réveillé, puis on avait cette vue immense de lac, c'était de toute beauté.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est qu'on reste pour notre première nuit, ce long vol. On est arrivé peut-être fatigué des vols de nuit. Non, 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 on arrive à Puerto Varas. Puis ensuite, on va commencer à aller dans cette direction. Donc, là, on va vers l'ouest. Puis on va à Cochamo. Cochamo, c'est une ville, mais c'est aussi le nom d'une aujourd'hui, on sort des sanctuaires, il y a des montagnes, c'est super beau là où je vais vous parler. Donc, on va faire la randonnée ici. Donc, on a 3 nuits dans cette région-là avant de revenir. Donc, c'est notre premier trek avant d'aller plus au sud pour pouvoir. Donc, là, on prend notre vol, on arrive plus au sud, Puerto Natales, très loin. Donc, on doit prendre un vol. On est obligé de prendre un vol. Puis ensuite, on va aller visiter le parc Torres del Paine. Donc, ça aussi, je vais vous parler. Il y a deux façons de faire le Torres del Paine. Donc, il y a la version W, la fameuse W. Puis ensuite, on a la version O. Donc, là, c'est 8 jours de randonnée. Nous, on les fait en 7. Euh, puis, c'est ça qu'on va faire. Donc, 3 jours à Cochamo, 5 jours à Torres del Paine, puis on finit le voyage. Donc, ça, c'est pour les portions guidées. Mais ceux qui sont intéressés pour la portion liberté, il y a beaucoup d'informations aussi que je vais vous donner qui va vous servir. Donc, ça, c'est justement les lacs qui au bord de Puerto Varas, où on dort notre première nuit. Et après aussi, quand on finit Cochamo, on revient dormir ici. Super petit village, vraiment charmante, agréable. On a comme tout de suite envie d'aller prendre une marche au bord de l'eau. On voit qu'il y a des belles infrastructures. Tout autour, ben, là, les volcans qu'on voit juste ici, c'est Osorno. Donc, c'est un des gros volcans. Là, l'hiver, ils font des skis. La neige, c'est comme. Il y a deux volcans, en fait, deux, trois volcans dans le coin, là, mais Osorno, c'est juste en face, c'est magnifique, là. Et c'est sûr que là, on est proche de Puerto Montt. Il y a des beaux restaurants, on mange très bien. Ici, c'était des suites. On s'est gâté, on a bien mangé. On avait choisi comme des super beaux restos parce on voulait comme commencer comme ça les voyages. Donc, on était tous ravis de rencontrer un peu de confort. On vient de partir de Montréal, on a passé toute une nuit à l'avion. Donc, là, on arrive, on est au bord de lac. Il y a les fruits de mer partout parce qu'aussi on est très proche de la mer. Donc, on mange vraiment, vraiment bien. Ensuite, on part dans le Cochamo, donc dans les parcs. Et là, on va voir aussi une belle immersion. Là, et là, il y a Fabian, qui c'était notre guide local de cette région en Gaucho. Gaucho, c'est les gens typiques de la région. C'est sûr que ça vient des colons, là, des Espagnols, des Anglais, des Allemands qui sont venus coloniser ou s'installer dans cette région. Donc, sont vraiment typiques. Puis, ceux qui évitent souvent dans les fermettes, il y a toujours tout le monde, toutes les gauchos en cheval, puis une chienne, Lisa, là, c'était notre amie Lisa aussi qui accompagnait Fabien partout. Donc, c'est une belle immersion parce que c'est les arrieros. Arrieros, c'est la personne qui s'occupe des animaux qui sont très présentes dans cette parc aussi. C'est un endroit où il y a des énormes arbres qui s'appellent les alercés. Ça ressemble un peu au chypre qu'on peut voir un peu en Liban ou des faux chypres ici, que c'est. J'ai oublié le nom. On s'appelle les chypres, mais c'est pas des chypres. Bon, bref, c'est des immenses arbres de toute beauté. C'est un endroit là où on est dans une forêt pluvieuse, donc beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, mais c'est surtout connu, a commencé à être connu et touristique ou connu pour les étrangers à cause de cette formation en granit où les gens allaient grimper. Donc, on l'appelle aussi les Yosemite de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud. euh, Parce qu'il y a cette similitude côté géographie géologique. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont là pour la grimpe, pour aller grimper les montagnes, mais il y a aussi des parcours qu'on peut faire en randonnée. Donc, nous, on fait pas l'escalade, on fait vraiment la randonnée, mais on est toujours face à ces immenses montagnes,
on sent la présence de la roche. C'est difficile à expliquer, il faut les vivre vraiment. Puis ça, c'est comme un peu l'icône que tout le monde qui a été allé à Cuchamo, quand on tape sur les sites internet Cuchamo, ils vont apparaître des photos de cet endroit qui s'appelle les toboggans. Donc, des fois, il y a comme des petites chutes qui se forment dans le parc et surtout dans deux régions des fois, tu peux faire la randonnée pour te rendre à aller là. Donc, il y a l'eau qui coule dans cette roche, puis c'est de toute beauté. Donc, voilà les paysages qu'on a. Donc, on va aller faire la randonnée. Il y a une journée, on a trois, quatre options de randonnée selon la météo. Je vous ai dit, c'est un endroit où il peut pleuvoir parce qu'on est dans une forêt luxuriante qu'il pleut là tout le temps. Mais on est dans la saison sèche, mais malgré qu'on est dans la saison sèche, on peut avoir un peu de pluie ou un peu la brume qui se forme au cours de la journée. Donc, on va marcher. On a été là, on faisait une pause. Il y a des endroits qu'on doit passer un peu, qu'on doit marcher dans la roche comme c'est là. Sinon, c'est vraiment la forêt entourée des arbres. Là, c'est le début justement du sentier. Donc, tous les débuts de sentier avant d'arriver à notre refuge, c'est quand même des sentiers bien balisés, plus ou moins bien entretenus. Il y a toujours les sentiers pour ceux qui marchent, puis les sentiers pour les chevaux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des allers-retours à cheval. Puis c'était drôle parce que ben, dans chaque, il y a trois campements, mais un seul refuge. Nous, on dort au refuge. Je vais vous montrer une photo tantôt. Mais pour te rendre au refuge, au campement, souvent, il faut traverser des rivières. Donc, ça, ils ont créé un système. Donc, c'est un chariot avec des câbles. Donc, on rentre dans le chariot, il nous pousse. Puis après, une autre personne de l'autre côté qui nous tient pour se rendre de l'autre côté sans nous mouiller les pieds. Donc c'est vraiment le fun, là. Chacun, il y a une par une qui passe à travers, puis là, on trouve un peu la joie d'enfant. Les refuges, c'est vraiment sympathique. C'est wow, c'est un dortoir en haut, en bas. Ils ont une salle à manger. On a été avec Fabien, notre guide local, les Gauchos. Puis, donc, tout le refuge était pour nous. On pouvait vraiment nous accommoder comme il faut. On faisait la randonnée à la journée. On retournait à notre petit refuge. On mangeait bien. S'il pleuvait, bon, on avait le temps de sécher nos affaires, puis d'être au chaud pour les souper, de bien dormir. Donc, ça c'était vraiment apprécié. Puis, c'était vraiment de tous les voyages. Souvent, les gens revenaient comme ah, mais on était tellement bien à Cochamou, c'est tellement cool. Puis il faut dire que pour avoir accès à cette refuge, c'est pas évident. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'efforts caravaniers, donc on était très fiers de pouvoir réussir à avoir la place dans le refuge parce que c'est normalement à cette plus de tourisme et on fait une exception, ils nous sont acceptés. Euh, donc, ça, c'était. Puis, quand j'ai parlé des arbres, là, les arbres, c'est quand on marche, quand on fait la randonnée à partir des refuges, qu'on va plus explorer, là, c'est ça. C'est ça où on marche, c'est vraiment de toute beauté. Puis, les campasses où il y a le refuge, ben, à côté, il y avait justement un gros endroit qui accepte des gens qui font du camping pour faire c'est souvent ceux qui font l'escalade, là. Donc, ça, c'est les canvas. Puis dès là, nous, on sort pour faire des explorations, pour aller marcher. Donc, c'est quand même des bonnes journées de marche. On est moyenne, on peut faire des randonnées les plus courtes 5 heures de marche. Les plus longues qu'on a fait, c'était une bonne 8 9 heures de marche. Et c'est des bons dénivelés. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a choisi à faire. Quand même un voyage de niveau, on l'appelle soutenu. On n'aime pas trop mettre des numéros. On préfère mettre des mots dans notre niveau de difficulté, mais que chaque jour, on peut savourer chaque jour. Vraiment, ceux qui adorent faire la randonnée, c'est un voyage pour vous. Euh, ben, on traverse quelques rivières. Il y a souvent des branches ou des troncs qui ont fait comme pour passer des ponts. Nous, on profitait parce qu'on pouvait s'enlever les souliers, mettre notre pied dans l'eau. L'eau vient est froide, là. C'est comme vient dans des montagnes. Donc, c'est vraiment froid, mais ça faisait bien, ça soulageait un peu notre pied. Puis, dans cette portion, on a juste un petit sac de jour parce qu'on peut tout laisser dans le refuge. Mais pour monter au refuge, on a besoin de porter un peu plus de poids dans notre sac. Donc, on a fini à Cochamó. Ça, c'est la ville de Cochamó qui est au bord dans les premiers forts de la Patagonie.
Donc, ils nous ont invité un petit café. C'était la sœur à Fabien qui nous a accueillis. Puis pendant qu'on attendait notre transport de retour à Puerto Varas, nous, on a pris le temps de prendre un petit café avec eux. Puis ils vivent quand même d'une façon encore très autonome. Il y avait son potager, il y avait ses chevaux, il y avait ses moutons. Donc, c'est très typique de cette région. C'est très loin, donc les gens doivent être, doivent débrouillards puis avoir un peu d'autonomie. Donc, l'été, les gens essayent de pousser ces légumes. C'est froid, donc c'est pas évident. C'est comme ici, notre saison pour cultiver des choses, pour avoir un beau jardin n'est pas des 6 mois. Là, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est la même chose de ce côté de la Patagonie. Donc voilà, comme Fabien nous avait bien gâté la dernière soirée, nous a fait des pizzas, puis on avait une bouteille de vin, donc on a célébré la fin du premier trek tous ensemble. Puis là, on voit un peu la charme et l'ambiance qu'on a à l'intérieur des refuges des Cuchamonga. Ensuite, là, je quitte un peu la partie Cochamo. On est ici dans Torres del Paine. Donc, on arrive, déjà, c'est à fin de journée, on a fait le vol pour descendre plus au sud. On arrive au parc, puis là, c'était comme de toute beauté. À l'arrière, je ne sais pas si ça se voit bien dans la photo, mais on a gorge massif, puis à l'arrière, on a des petites pics. Donc, les pics, c'est les tours, les torres. Puis là, on marche pour aller à Torres Central, que c'est notre premier refuge en dehors. Donc, pour cette portion, on fait moitié, moitié refuge, moitié camping. Euh, c'est des bonnes journées de randonnée aussi. L'après-midi, entre autres, est la plus soutenue. On fait une très bonne journée, une bonne 9-10 heures de marche. Puis là, notre sac à dos est un peu plus lourd. Là, on les voit dans les photos parce qu'il faut qu'on ait l'autonomie de notre vêtement de rechange, notre petite trousse toilette, notre lunch pour les 7 jours qu'on va marcher. Donc, notre sac était un tout petit peu plus lourd. Là, on parle de 10 kilos, plus ou moins à 12 kilos par personne. L'avantage, c'est qu'on a des lots qu'on peut ravitailler un peu partout. Donc, déjà, au moins, on enlève cette poids. Puis, on peut être aussi très minimaliste et avoir beaucoup moins de poids dans notre sac à dos. Donc, déjà, la première partie, c'est plein. Euh, C'était super beau. Ça, c'était des chevaux sauvages, entre guillemets, parce que c'est sûr qu'ils appartiennent à quelqu'un, mais qui les laisse, qui se nourrissent, qui fassent sa vie. Puis après, quand ils ont besoin d'aller travailler, bah, ils vont aller les chercher pour qu'ils fassent sa journée de travail. Puis après, une autre fois, les laisse en liberté. Donc, c'était magnifique. Première journée marche, 3 heures. Puis là, on voit passer toutes ces magnifiques. Ils étaient comme en bonne forme. Tu vois quand ils sont heureux, là, et ça, t'étais pas mal heureux. Ensuite, je voulais aussi vous partager quelques photos parce qu'on parlait qu'il y avait une partie en camping, une partie en refuge. Donc, en site camping, il y a 2 entreprises, il faut dire aussi. Donc, il y a une entreprise qui offre ces sortes de tentes. Donc, c'est des tentes vraiment bien. Euh, Normalement, c'est des tentes qu'on met dans le toit des voitures, mais ça, ils ont fait comme des pilotis, des plateformes en pilotis. Puis sont plus grand, plus confortable. Donc, quand on parle de camping, c'est quand même ces sortes de camping, donc c'est pas pire. La CONAF, c'est un peu comme la CEPAC d'ici. Donc, ça, souvent, il va y avoir des petites cabanes parce que c'est les gardes-parcs qui habitent là. Donc, souvent aussi, il faut s'enregistrer très souvent pour dire on a passé, il y a des sorts aussi. Si tu n'as pas passé dans cette colle ou dans cet endroit par exemple, à 5 heures, et ils ne te laissent plus continuer parce que ça devient dangereux. Donc, c'est très contrôlé. Les infrastructures sont quand même très, très bien. Là, c'était les campements les moins, les campements, juste pour vous dire, ça s'appelle Los Perros, c'était les chiens. Donc, c'était parce que les gens disaient que quand tu allais là, c'était comme tu avais la vie d'un chien qui était maltraité. Parce que c'est un endroit qui est plus isolé, plus reculé. Donc, la nourriture n'était pas super bonne. Tu avais souvent un peu, on est proche d'une colle, donc si jamais il y avait plu, donc tu avais un peu de boîtes. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup amélioré. Pour ceux qui ont vécu Perros il y a peut-être 10 ans, puis aujourd'hui, vous allez vraiment être surprise. Là, c'est plus la vie des chiens. Là, c'est comme, on est bien. On est bien. C'est sûr que ça reste les campements les plus rustiques. Il n'y a pas de dortoir. On est obligé
obligé à dormir en camping dans cette partie de là-haut. Là, je suis dans la partie haut, je ne suis pas dans la W. Donc, c'est les endroits un peu plus reculés, plus rustiques, beaucoup moins balisés. Donc, c'est intéressant parce que c'est aussi, ça nous amène à avoir des super belles points de vue, entre autres les glaciers Grey. Puis là, par exemple, on est dans la partie plus touristique, donc la W. Donc, on voit complètement les changements des, des refuges ici. Si je me rappelle bien, ça doit être Grey ou Paine Grande, un des deux. Donc là, il y a une réceptionniste, il y a plein de dortoirs, c'est plus design. On a un espace un peu pour juste nous reposer. Il y a la salle à manger qui est beaucoup plus grande, mais il peut se permettre à faire cette infrastructure parce que il y a un bateau qui arrive jusqu'à la porte de refuge. Donc là, c'est sûr que ça permet d'amener plus du matériel. Puis là, encore une fois, on a les photos de camping. Là, c'est le camping de Chileno. Donc, pour ceux qui désirent faire la W, on parlera peut-être un peu plus tard, mais si vous voulez raccourcir la nuit, la dernière journée, si on les fait de l'ouest à l'est, il faut dormir là. Puis c'est ça les campings qu'on a à Chileno. Là, c'est les campings, les sortes de campings qu'utilise Vertice, que c'est une des compagnies. Donc, on voit qu'il y a 12. Dans Torres del Paine, on aurait toujours comme, il y a on arrive en refuge, puis on sort des tentes, on sort des services, puis on arrive à un autre, puis on a une autre sorte de tente, puis une autre sorte de service. C'est normal parce que c'est deux compagnies qui ont un peu le monopole dans toutes les parcs. Donc, c'est ces deux entreprises qui ont construit des refuges un peu à gauche, à droite. Donc, quand on fait la W ou on fait la O, on est obligé à prendre les deux services. Puis chacun a décidé de gérer ses affaires comme il considère que c'est mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a comme toujours deux sortes de tentes différentes qu'on va visiter, qu'on va voir, ou deux sortes de refuges. Même chose pour les repas. Euh, donc voilà, des petites salles comme ça, des fois il y en a, des tables à pique-nique à l'extérieur, souvent aussi il y en a plein. Donc voilà, puis les parcs Torres del Paine, c'est sûr que ça reste un highlight, ça reste comme un endroit unique à visiter une fois dans sa vie, c'est magnifique, mais c'est sûr que c'est touristique. La saison pour aller en Patagonie, c'est entre octobre, je dirais mi-octobre jusqu'à mi-avril. Là, si on parle de saison plus achalandée, ça va être en janvier, février, parce que pour eux, c'est la saison, c'est les vacances, c'est l'été. Donc, les écoles sont en vacances, les gens sont en vacances. Donc, c'est sûr que c'est là que tous les parcs nationaux, que tous les endroits touristiques sont plus achalandés parce que même les Chiliens, les Argentins veulent visiter, puis c'est correct. Donc, si on va plus octobre, novembre, ça va être les printemps. Si on va plus vers mars, avril, ça va être l'automne. Donc, ça ressemble un peu à notre automne à nous. Par exemple, ici, on voyait déjà, on était presque fin de mars, puis on voyait déjà certaines feuilles qui changeaient de couleur. La température était un peu plus froide. Mais qu'est-ce qui est constant en Patagonie, peu importe la saison où tu vas, c'est qu'il va vanter beaucoup. Il peut vanter beaucoup et surtout à l'été là-bas, donc entre novembre puis mars, là, fin novembre, mars, peut vanter vraiment beaucoup des rafales de 100 km/h faciles. Euh, Puis qu'il peut avoir la pluie, il peut avoir le soleil, il peut avoir une petite bruine, il peut avoir la neige, encore le soleil. Donc, c'est très variant. Il faut être prêt à tout. Souvent, on marchait presque avec petites manches courtes, puis la même journée, on mettait du Gore-Tex, puis après, on enlevait le Gore-Tex, puis on mettait la doudoune, puis on enlevait la doudoune, puis on continuait à marcher en manches courtes. Donc, il faut vraiment être... le matériel technique, c'est important dans cette région, c'est sûr. Mais c'est sûr, les paysages sont hallucinant, beaucoup de lacs. On va traverser plusieurs lacs. Pour ceux qui font la version eau, ben voilà, comme je disais, on peut avoir un peu de tout. Nous, on a eu à la fin de notre séjour beaucoup de neige. Ça, c'était la dernière journée. On allait pour les Mirador Torres. Ils annonçaient la pluie, mais je savais que plus on montait, plus on aurait eu la neige et pas de la pluie parce que c'était des températures déjà comme à 10 degrés. Donc, je savais que plus tout monte, la température descendait. Non
c'était température 5 degrés, donc on a eu moins de zéro, c'est pour ça qu'on a eu la neige. Donc, température constante, je dirais entre 15 degrés la journée, avec quelques journées qui peuvent varier, bien évidemment. Puis la nuit, ça peut être en plus entre 5 degrés. Ça, c'est plus ou moins les constants, mais on peut s'attendre à tout. Donc là, qu'est-ce qu'on voit au fond? C'est les glaciers gris. Quand on fait les hauts, on va vraiment marcher presque une journée entière à la longer et c'est vraiment de toute beauté. On passe en col, justement après Pérouse, on passe en col. Puis là, c'est ça qu'on a, cette image qu'on a, c'était l'immensité de cette glacière qui vient c'est vraiment de toute beauté. Puis là, c'est juste à nous, à différence, par exemple, de Perito Moreno, que c'est un glacier très accessible qui va avoir plein de monde qui le visite, mais c'est quand même assez unique, là, on s'entend, là. Mais quand on a vu ça, puis qu'on était juste, qu'on les marchait, puis qu'on a passé 5 heures à marcher, puis regarder, puis pendant 5 heures, tu regardes ça, c'est quand même hallucinant. Puis on n'était pas seul, mais presque seul. Donc, côté terrain, on a un peu de tout. On voit ici que là, justement, on est en train de monter l'école pour aller de l'autre côté. Donc, à l'arrière de la photo, si on veut, c'est les glaciers. Puis, on vient de traverser la vallée, qui est le campement et comme au fond de la vallée. Puis là, on a passé toute la journée à monter. Puis après, on descend. Puis ça nous reste encore du temps à continuer. Donc, c'est sorte des terrains qu'on peut en avoir quand on fait les hauts, donc la partie guidée. Puis la partie qu'on offre quand on fait les Cochamo et Torres del Paine au complet. Euh, Comme tu sais, c'est vraiment différents écosystèmes aussi qu'on voit, mais plus constants. Donc, c'est souvent, on a des lacs, les montagnes qui sont enneigées, les glaciers dans cette journée. On a d'autres glaciers qu'on peut voir, par exemple, quand on monte la vallée des Françaises. Et les sentiers sont quand même en bonne forme la plupart du temps. Il y a aussi, ben ça, c'est la vallée justement des Françaises qu'on on peut monter. Ça, c'est une variante. Normalement, dans la version guidée, on le fait tout le temps. La version liberté, on vous donne les choix. Donc, d'ici, juste une garde-parc qui, on a besoin des choses comme tu peux laisser tes sacs ou pas, puis après, tu continues, puis tu redescends. Les lacs, donc j'essaie de vous donner un peu comme avec les photos une idée de l'ambiance. Donc là, c'est encore une fois la journée qu'on a montée. On a juste eu une journée avec ces sortes de conditions. Mais c'est sûr que c'est des conditions que plus tes dates sont plus tard ou plus tôt, c'est des conditions que tu peux en avoir. Donc plus tu vas plus tôt, mettons mi-octobre, ça peut avoir des conditions comme ça, comme nous, qui on était presque à la mi-fin de mars, c'est des conditions qu'on peut trouver facilement. Donc là, la partie liberté, donc juste pour vous donner une idée sur la carte, donc on est ici Chili-Argentine. Donc on a Santiago, la capitale, un peu plus au nord. Attendez, j'essaie juste de vous pointer. Puis ensuite, tu as Buenos Aires qui doit être pas mal par ici. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est tout le temps vraiment vers le sud, ici, entre Punta Arenas, on est plus bas. Calafate, on les voit ici aussi un peu plus nord. Donc ça, c'est un peu notre terrain de jeu entre Calafate et Punta Arenas. Donc la version qui est en liberté, on vous fait visiter des Puerto Natales, on va visiter pendant 5 jours les parcs Torres del Paine. Donc on fait la W, donc la version un peu plus touristique, mais c'est bien parce que c'est plus balisé, beaucoup plus d'infrastructures. Vous pouvez les faire tout au complet en dortoir, mais vous pouvez aussi, si vous voulez décider, les faire en camping, mais il y a plus de dortoirs, plus d'infrastructures, beaucoup plus des sorties, mettons, d'évacuation ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment plus à l'aise de l'offrir en version liberté, pendant que la partie eau, beaucoup plus reculée, beaucoup plus de défis aussi côté physique. On a des grosses journées qu'on n'a pas le choix de faire. Pendant que la W, tu as des petites journées avec des variantes. Si tu veux
aller plus loin. Donc, c'est ça qui est intéressant de la W. Donc, on va aller à Puerto Natales, on fait notre 5 jours dans la W au Torres del Paine et ensuite, on passe côté Argentine pour aller ici un peu plus au nord à Calafate pour visiter le Perito Moreno. Il y a les lagos argentinos à haut, je ne sais pas si vous les voyez, mais ici, le Calafate. Puis ensuite, on va vraiment à Chalten, qui est encore plus au nord pour passer 3 jours puis visiter ici les parcs de Chalten puis faire de la belle randonnée. Donc, je dirais 2 jours et demi de bonne randonnée à Chalten, 5 jours de randonnée à Torres del Paine et ça vous permet de visiter un peu Puerto Natales, un peu Calafate et les fameux glaciers Grey. Donc, pardon, Perito Moreno. Donc, c'est un peu des classiques, mais des classiques, on se permet de vous faire visiter sans guide parce que c'est quand même facile, c'est difficile de se perdre. El Chalte, par exemple, toutes les randonnées se passent à partir du village. Donc, vous avez une auberge et après, vous décidez. Donc, il faut quand même être une personne qui aime bien faire la randonnée, qui est habituée à faire la randonnée, qui est habituée à voyager, qui est habituée à se débrouiller. Mais donc, finalement, j'ai décidé de pas faire la randonnée, je vais revenir plus tôt. J'y vais à la station de bus puis je change mon billet. Donc, c'est ça qu'on a besoin un peu, c'est le profil des gens qu'on cherche pour faire ce voyage en liberté. Donc, c'est sûr que vous allez, comme dans notre version guidée, mais moins d'immersion, mais vous allez visiter ou vous allez sentir un peu la culture des gauchos. Vous allez faire des belles randonnées avec des belles points de vue si vous avez la chance, de qu'il soit pas une journée pluvieuse ou qu'il y a la brune ou autre, là, c'est hors de notre contrôle. Puis, c'est sûr que ça, c'est des photos qui vendent beaucoup, mais je suis allée, ça c'est le Chalten, puis j'étais là et cette journée, il mouillait tellement que moi, j'ai pas vu ces sortes de vues parce qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, mais la beauté, c'était que toute la forêt pendant la journée, j'ai marché, puis c'était beau, c'était parfait. Donc, ça ne m'a même pas dérangé pas avoir cette point de vue parce que c'était aussi la journée, la belle journée randonnée qui faisait mon bonheur. Donc voilà pour qu'est-ce que c'est un peu de la Patagonie. Je vais arrêter mon partage d'écran parce que sinon je vois